quand nous sommes arrivés. Et je voudrais aussi dire merci à mes sœurs qui sont là et qui veulent aussi apporter un peu leur point de vue en ce qui concerne la question de la femme. Donc, la femme aujourd'hui, qui est en fait la mère productrice, la mère nourricière. Donc, la condition de la femme et sa contribution au développement dans le monde aujourd'hui sont encore problématiques. Donc, notre objectif à l'occasion de ces journées dédiées à la femme, notamment la journée de la femme, notre objectif, c'est de porter un regard sur les avancées de plusieurs décennies de sensibilisation pour l'égalité, la justice, la paix, la contribution de la femme au développement. Qu'en est-il aujourd'hui? Quels progrès avons-nous accomplis? Donc, mesdames, messieurs, les panélistes, nos chefs d'État ont pris conscience qu'un jour ne suffit pas pour atteindre l'égalité entre femmes et hommes. C'est ainsi qu'ils ont décidé de déclarer la décennie de la femme africaine qui court depuis 2010 jusqu'à 2020. Donc, c'est une initiative que nous saluons, nous encourageons. Les femmes doivent s'activer et mettre tout en œuvre pour aider à atteindre l'objectif de cette décennie de la femme. Donc, en guise d'introduction, permettez-moi d'illustrer les vertus de la femme par un exemple et partager avec vous ce que disait une femme qui occupe aujourd'hui un haut poste de responsabilité. Et elle disait, je cite, « L'histoire de l'humanité se mêle et s'entremêle avec celle de la femme. Lui rendre cet hommage consiste indiscutablement à rendre hommage à la planète qui nous le rend si bien. De tout temps et depuis l'aube des temps, la femme a été à la pointe de tous les combats. Un célèbre chanteur disait que tout ce que l'homme a créé de sa main n'aurait aucun sens sans la femme, sans la jeune fille, oui, parce que c'est la femme qui le valorise. L'histoire du monde relate avec fierté et sublime allégresse les succès et conquêtes de la femme. De tout temps, la femme, de par sa lutte quotidienne et inlassable, brise les barrières et contribue au changement de la vision du monde. Malgré les situations et environnements difficiles dans lesquels elle opère, la femme fournit tout l'effort impossible pour nourrir sa famille et gagner sa vie. La femme contribue énormément à améliorer le monde. Je voudrais citer l'exemple de Dr Wangari Maathai. Née dans une zone rurale du Kenya, elle a étudié aux États-Unis en 1964, puis dans son pays, où elle a été la première femme à obtenir un doctorat. Dr Wangari est aussi devenue la première Kenyane à prendre la tête d'un département à l'université, en l'occurrence celui de l'école vétérinaire. Comme à l'université, elle s'est imposée dans le monde de la politique et a subi la pression de ses homologues masculins. Quoi de surprenant de la part de nos chéris, les hommes. En 1977, elle fonde le mouvement Ceinture Verte au Kenya et fait planter plus de 10 millions d'arbres en Afrique pour lutter contre l'érosion des sols et fournit du bois à l'usage des populations locales. En 1997, sa candidature à l'élection présidentielle kenyane a été retirée par son propre parti quelques jours avant le scrutin et sans qu'elle n'en soit informée. C'était encore les hommes. Ah, les hommes. Mais cela n'a pas découragé Wangari, qui a été finalement élu au Parlement kenyan en décembre 2002. En janvier 2003, elle est nommée ministre adjointe à l'environnement, aux ressources naturelles et à la faune sauvage. Femme de cœur et d'action, elle reçoit le prix Nobel de la paix en 2004 pour ses engagements et participe par la suite à la création d'une arche de Noé verte dans l'Arctique pour préserver les espèces végétales. Elle meurt de façon inattendue le 25 septembre 2011 dans son pays. Dr Wangari nous laisse un héritage, un exemple, celui de contribuer à rendre le monde plus agréable. Et aujourd'hui, à toutes les femmes de la diaspora, nous pouvons lutter, constituer cette solidarité qui transcende les frontières et les barrières aux fins de rendre ce monde plus humain,
plus solidaire, plus tolérant, plus vivable, plus paisible. Nous devons combattre la pauvreté dans nos pays, mais nous devons utiliser l'union et l'amour entre nous les femmes. Nous devons sortir de notre isolement et partager notre expérience, nos connaissances, afin de les mettre au profit du développement de notre pays. Nous engager dans des projets de développement pour un meilleur bien-être de la femme et de l'enfant. Je voudrais nous souhaiter ici de très bonnes discussions et que Dieu nous guide et que sa volonté se manifeste, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Je vous remercie. Je m'appelle Jeannette Kaleguil, je suis présidente de Model-C, maison d'œuvre pour le développement économique et du leadership. Je vais laisser le soin aux panélistes de se présenter. Je commence par mademoiselle Aïcha Diallo. Diallo, je viens de la Guinée, je suis guinéenne. L'investissement en Afrique. Quand Jeannette on travaille ensemble plusieurs fois à la banque, et c'est une femme très battante. Elle promouvoit la femme, elle promouvoit l'Afrique. Donc c'est une femme à soutenir. Merci. Et à remercier et à prier beaucoup que Dieu soit loué et que Dieu lui donne la bonne santé. Donc, ce qui concerne comme elle l'a bien dit dans son thème, la femme, rien ne peut arriver sans la femme. Chaque fois, je dis aux gens, si un pays veut avancer, tu dois respecter les femmes. Nous tous, on vient d'une femme. Si on voit aujourd'hui les gens, par exemple, on prend l'exemple sur les États-Unis, peut-être ils auront bientôt une dame comme président. On dit souvent, par exemple, chez nous en Guinée, on dit tout ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, tant qu'on peut promouvoir la femme, c'est bien pour nous, pour l'avenir de notre pays. Si l'homme ne veut pas amener quoi mettre le pain sur la table, la femme se débrouille toujours à la main. Nos grands-mères, nos sœurs, nos amis et partout dans le monde. C'est la femme qui est là. On dit tout un grand homme, il y a une femme derrière. Mais chez nous, en Afrique, plus précisément, c'est difficile pour la femme d'avancer. Pour nous, la femme, il faut être à la maison. Il faut élever les enfants et c'est tout. Et si on vérifie, quand la femme est la tête d'une institution ou bien d'un pays, il y a moins de problèmes. Regardons le Libéria, par exemple, en Afrique. C'est la première femme présidente qu'on a eue. Et qui a été à l'école aux États-Unis. Elle était là illégalement, elle s'est débrouillée, elle a travaillé partout pour être là. Elle a été en prison. Donc j'encourage toutes les femmes de se lever, s'unir et se battre pour la réussite de l'Afrique. Sans nous, on n'ira nulle part. Oui, les hommes chez nous vont dire « Oh, c'est la femme ». Il y a même de ces réunions, on n'appelle même pas la femme. Parce que pour eux, non. Des fois, s'ils veulent te bloquer, ils passent par tous les moyens à t'avoir pour te bloquer, comme l'exemple de la femme qu'elle a donné. Et si plusieurs femmes ont eu le même problème. C'est une femme, elle s'énerve, c'est une maman, elle fait ceci, elle fait cela. Mais en fin de compte, tout vient de la femme. Dieu sait pourquoi elle a créé la femme, et la femme s'est à respecter. Et je prie le Tout-Puissant Allah qu'un jour, toute l'Afrique soit gouvernée par les femmes pour voir comment on va avancer, développer nos pays. Pendant des décennies d'années, c'est les hommes. Et ils ont tous échoué, du premier au dernier. Et si tu vois, c'est la femme qui peut avoir... L'homme, la femme, c'est un seul mari. Mais la femme peut supporter 4, 5 épouses. C'est un homme. La femme peut faire 10, 15 enfants. Il les aime de la même façon. C'est Dieu qui a donné le cœur à la femme. Ce n'est pas parce qu'on est faible, ou bien on a l'émotion, mais on doit se lever. Ouais. On doit se donner les mains. Et surtout, l'émancipation de la femme, de la jeune fille. Encourager nos parents au village de laisser les filles aller à l'école. Par exemple, moi, ma maman, elle n'a pas été à l'école. Tous ses frères ont parti à l'école. Elle était plus intelligente que ses frères. Des fois, elle criait sur nous d'aller à l'école. Elle ne criait pas sur nos frères. Parce qu'un jour, c'est vous qui va soutenir votre famille. C'est vous qui va soutenir vos frères, vos maris, Mais, comme on dit toujours, on va se battre, on ne va pas se fatiguer. Et on finira toujours par... Merci. Merci.
Madame Hélène Dandilou, et je suis tout d'abord un agent humanitaire, une activiste pour la paix. Je suis un ancien fonctionnaire du HCR, c'est ce qui a fait de moi un agent humanitaire. Je n'appartiens à aucun parti politique, tout simplement une activiste pour la paix. Où la paix est menacée, je suis concernée. Et je suis aussi écrivain. Par la force des choses, j'ai sorti un livre qui effraie, parce que le titre, Une république, deux présidents, mon cri de cœur pour la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas là, bien sûr, pour faire la promotion de mon livre, mais c'est comme ça, c'est une façon pour moi, en tant que femme, comme mes sœurs viennent de le dire, de crier, dire « oh non ». Donc voilà un peu. Et je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur, comme ma sœur Carla l'a dit tout à l'heure, pour nous avoir permis de rentrer dans notre maison et parler de la vie, parler de ce que nous devons faire. Et je voudrais également remercier ma sœur Jeannette, qui m'a fait l'honneur de m'inviter, malgré les moments durs aux États-Unis, mais il le faut. Donc, comme je lui disais, elle nous a présenté, elle a jeté un regard sur plusieurs aspects, mais j'ai choisi de traiter un thème spécifique qui touche à toutes les femmes. Et ce thème, il s'agit de viol des femmes en temps de guerre. Bien, avant d'aborder ce sujet, mes sœurs ont avancé des choses. C'est très important que les femmes se lèvent, se sentent concernées, parce qu'il s'agit de notre vie. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de la Journée internationale de la femme? Elle a été proposée et décidée par les femmes. Et donc, je voulais faire un petit exposé là-dessus, et puis aussi faire un petit exposé sur la femme en tant que telle, avant d'aborder le sujet, puisque tout est lié. Donc, la Journée internationale de la femme a été célébrée le 8 mars à travers le monde, comme nous le savons, mais au plan international, le thème 2015 est autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée. Au niveau de la Côte d'Ivoire, notre pays, la commémoration de cette journée a eu lieu à San Pedro et s'articule donc autour de Benjamin plus 20 bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. Et voilà un peu. Bon, en ce qui concerne maintenant la femme, en jetant un regard ici, ma sœur a posé une question qui est très importante. Et la femme est-elle indispensable au développement? La femme est-elle une créature révélée de Dieu ou un hasard dans l'existence? J'ai dit non. La femme n'a pas été fabriquée dans un labo. Elle fait partie de la créature humaine. L'humanité ressemble à un oiseau. Dieu l'a voulu ainsi. Aucun oiseau ne peut s'envoler avec une aile. Au début du monde, il y a eu d'abord Adam et Ève, toujours deux. Dieu a créé l'homme et la femme. À cet effet, elle est une créature révélée de Dieu. Il sait pourquoi il l'a créée. À l'image des oiseaux, il lui fallait la femme pour permettre à l'humanité de pouvoir s'envoler et se développer. Pour preuve, il a placé sa confiance en elle en lui confiant une mission divine très importante pour l'humanité. De façon mystérieuse, Dieu a associé la femme
à la réalisation de son plan divin pour les hommes. Il a demandé à la Vierge Marie de donner naissance à son Fils bien-aimé, Jésus. Alors qu'il est Dieu, s'il a créé tant, il aurait pu faire ça. Mais c'est bizarre. Pourquoi avoir choisi une femme pour l'aider à réaliser cela? La femme offre sa vie en donnant la vie. Est-ce que nous savons combien de femmes, de centaines de milliers de femmes meurent en donnant la vie? Elle se trouve au centre de toute vie humaine. Elle est mère, épouse, sœur et enfant. La femme est la gardienne de la moralité et de la cité humaine. Lorsque cette cité est menacée, elle doit réagir pour la protéger. À défaut, elle peut en souffrir. Pourtant, la dignité humaine de cette créature révélée de Dieu est bafouée. Pendant les conflits entre des frères devenus des ennemis ou des combattants, c'est le corps de la femme qui devient le champ de bataille privilégié entre les combattants. Et alors je me pose la question, pourquoi? Je suis révolté face à ce genre de situation. Maintenant, s'agissant de la Journée internationale de la femme, permettez-moi de situer l'origine de la Journée internationale de la femme, ceci pour marquer l'importance de la contribution de la femme dans le processus du développement humain. Les femmes de l'Europe et d'Amérique au XXIe siècle ont déployé de gros efforts au risque de leur vie pour se faire entendre afin que les droits des femmes soient respectés. Aujourd'hui, grâce à leur sacrifice, les femmes peuvent voter. En plus, elles sont célébrées chaque année. Les origines, selon les informations de la communauté internationale, les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte de lutte des femmes au début du XXIe siècle pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes. Par exemple, le droit de vote, de meilleures conditions de travail et de l'égalité entre les hommes et les femmes. La première journée internationale de la femme à l'échelle internationale a eu lieu le 28 février 1909 aux États-Unis d'Amérique, suite à une déclaration du Parti socialiste américain. Pour rendre hommage aux différents mouvements menés pour les droits de la femme et acquérir de nouveaux droits comme le droit de vote, l'idée de créer une journée internationale de la femme a été discutée lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, en août 1910, à l'initiative d'une femme appelée Clara Zetkin. 100 femmes en provenance de 17 pays avaient participé à cette assemblée et cette idée fut alors adoptée unanimité. C'est donc en 1917 que fut fixée la date du 8 mars comme journée de la femme. Il est important de retenir que c'est à partir de cette date que de nombreuses femmes russes manifestèrent contre la guerre et pour l'obtention de plus de denrées alimentaires. Lénine décreta alors, en 1921, le 8 mars comme date officielle du jour dédié aux femmes en Russie, qui sera ensuite retenu pour la manifestation mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la Journée internationale de la femme devint une tradition. C'est en 1975 que l'ONU, maintenant, a déclaré l'année internationale de la femme. En décembre 1977, l'ONU a proclamé à son tour une journée spéciale des Nations Unies pour les droits de la femme. Cet exposé nous montre que la Journée internationale de la femme trouve son origine dans la prise de conscience et des sacrifices des mouvements
des femmes ouvrières du XXIe siècle en Amérique et dans toute l'Europe. Depuis lors, cette journée a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés, aussi bien que celle des pays en voie de développement. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, honorables invités. Enfin, le thème à traiter est très important. Il est lié à la vie de la femme. Il s'agit donc viol des femmes en temps de guerre. Comme cité plus haut, il est incompréhensible de constater la violation massive des droits des femmes et de petites filles en temps de guerre et en temps de paix. Par rapport à mes tristes et riches expériences dans l'univers des réfugiés, au plan national et international, au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies, donc le HCR, j'ai compris que la guerre est le pire ennemi de l'homme, en particulier de la femme et des enfants. La guerre dénature la nature humaine. Il faut tout faire, mettre en œuvre pour l'éviter. Mais hélas, les hommes préfèrent toujours opter pour la guerre. Ainsi, 80% des premières victimes sont toujours les femmes et leurs enfants. Il est important de retenir qu'il n'y a pas de mot juste pour parler d'une des pires atteintes aux droits des femmes et des petites filles. Les viols en temps de guerre qui ravagent la vie de millions de femmes et petites filles représentent de grosses plaies inguérissables dans leur vie. Je sais de quoi je parle parce que j'ai passé plus de 15 ans auprès des réfugiés. Pendant le génocide rwandais, j'étais sur le terrain. J'en ai reçu, soigné. Je sais de quoi je parle. Les victimes sont marquées à vie. Selon Mme Hillary Clinton, elle dit ceci: les droits de l'homme sont les droits de la femme et les droits de la femme sont aussi les droits de l'homme. Cela veut dire tout simplement que la femme fait partie de l'humanité, c'est-à-dire elle est aussi un être humain à part entière. Si les hommes ont des droits, pourquoi? Et en tant que femmes, ce sont ces questions-là que nous devons nous poser. Selon mes expériences de terrain de plusieurs années auprès des réfugiés, je confirme que les violences sexuelles en temps de guerre sont une réalité. Il est reconnu de tous que le viol est utilisé comme une arme de guerre, une tactique militaire utilisée pour terroriser et démoraliser les groupes de personnes ou communautés ciblées. Ces agressions sont souvent accompagnées d'autres formes de torture, comme la mutilation des parties génitales et l'esclavage sexuel. Cette pratique permet aux différentes forces armées de détruire les communautés visées, bien qu'il soit difficile d'estimer le nombre exact de victimes de viols commis en temps de guerre. Ces crimes touchent de nombreuses femmes et petites filles. Selon la communauté internationale, 36 femmes sont violées chaque jour en RDC, c'est-à-dire au Congo. On estime qu'environ plus de 200 000 souffrent de violences sexuelles. Depuis 1998, plus de 60 000 femmes et petites filles ont été violées lors du conflit en Sierra Leone. Le viol et la violence sexuelle sont répandus dans la région du Darfour au Soudan. Lors du génocide au Rwanda en 1994, 250 000 et 500 000 femmes et petites filles ont été violées. Au Libéria, en raison de l'intensité des violences sexuelles, il est reconnu de tous que le viol est un crime de guerre qui ne doit pas rester
impunis. La violence sexuelle était un des traits caractéristiques de la guerre civile qui a ravagé le Libéria. Des milliers de femmes et de jeunes filles ont été violées et contraintes à l'esclavage sexuel ou soumises à d'autres formes de violence pendant 14 ans de guerre au Libéria. 20 000 et 50 000 femmes ont été violées pendant le conflit de Boston en 1990. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée impériale, par exemple, japonaise, avait enlevé plus de 20 000 à 200 000 femmes. Ces femmes et petites filles étaient tout simplement appelées femmes de réconfort des militaires, etc. Même en temps de paix ou en post-crise, les femmes continuent de subir des sévices de violences sexuelles. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre pays, puisque notre pays fait partie désormais des pays affectés par la guerre, c'est dommage. Et j'ai suivi toutes les étapes. J'ai rencontré des femmes. Je suis allé à l'intérieur du pays, rencontrer. Pendant la première crise post-électorale en 2000, de nombreuses femmes et petites filles avaient été violées, oubliées ou banalisées. C'est-à-dire, elles n'existent pas. Nulle part, dans aucun projet. Pendant l'attaque de la rébellion en septembre 2000, encore de nombreuses femmes et petites filles avaient subi des viols individuels et collectifs. Une fois de plus, elles avaient été oubliées. À l'époque, ces groupes de femmes douloureuses s'étaient organisés pour se faire entendre afin d'être assistées. Mais malheureusement, elles avaient été menacées et par la suite oubliées. Pendant la deuxième crise post-électorale la plus sanglante en décembre 2010, la situation des femmes et petites filles s'était aggravée. Encore, de nombreuses femmes et petites filles avaient subi des sévices de violences sexuelles. Là, parlant de ça, je suis allée dans une zone dont j'étais le nom. Je rencontrais des femmes, il y avait plus de 500 femmes, et je vois un monsieur qui vient. Il dit, « Madame, je vais vous parler. » Je lui dis, « Écoutez, monsieur, il était dans un état pitoyable. Je m'entretiens les femmes. » Il dit, « Oui, je suis un homme, mais j'ai un problème de femme. » Je lui dis, « Bon, je suis à tel endroit, venez me retrouver là à partir de 21h. » Et voilà, ce monsieur est venu me voir. Et il m'a raconté son histoire. Il s'agit de sa petite fille de 8 ans, qui avait été violée en présence de son père et lui, et son grand-père. Le père et le grand-père avaient été ligotés par 10 rebelles. Et ils ont pris la petite fille de 8 ans, fait d'elle ce qu'ils voulaient, son corps jeté. Donc c'est pour vous dire que ce dont nous parlons ont existé en Côte d'Ivoire. Et ces cas sont là. L'effectif des victimes touchées par la violence sexuelle pendant les conflits répétés en Côte d'Ivoire ne sont pas encore connus. Cependant, certaines organisations de la communauté internationale parlent de 200 à 300 cas. Selon l'expérience de terrain, il y a plus que ça. À ce niveau, il y a un travail de fond à faire pour pouvoir les identifier afin de les aider. Selon les informations récentes sur Abidjan.net, précisément le 25 octobre 2014, Madame la ministre de la Solidarité, Désirée Ouloto, a fait savoir que l'une des préoccupations du gouvernement porte sur le genre. Elle a révélé des violences faites aux femmes et petites filles. Elle a indiqué que pour l'an 2014, environ 30% des femmes et petites filles sont victimes de violences sexuelles.
Elle a fait savoir aussi que les adolescents sont les plus exposés. La tranche d'âge varie entre 10 à 14 ans est la plus affectée. Elle a également révélé qu'une enquête démographique et de santé réalisée en 2011 et 2012 avait montré que 31% des adolescents étaient excisés. Pour les années 2012 et 2013, 5076 cas de grossesse précoce en milieu scolaire avaient été découverts. Et tout ça, ça fait partie des cas de violence sexuelle. Madame la ministre a fait remarquer que pour le gouvernement, les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophe naturelle ou de post-conflit, interpellent de par leur gravité. Je suis d'accord avec le gouvernement et je m'en réjouis au moins d'y avoir pensé. Maintenant, l'impact, quels sont l'impact de la guerre sur les femmes? Selon les médecins traitants, avec lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce cadre-là, les victimes des violences sexuelles sont traumatisées, malades moralement, physiquement et psychologiquement. Elles souffrent souvent des maladies sexuellement transmises, le VIH-Sida. Elles souffrent du fistule, une fissure entre la vessie et le vagin qui entrave le contrôle de l'écoulement de l'urine ou de matière fécale. Aussi, ces victimes sont souvent rejetées par leur communauté et surtout par la belle famille. Faute d'attention et d'assistance appropriée, la vie n'a plus de sens pour elles du fait qu'elles sont totalement brisées. En plus, elles sont contraintes de vivre avec des enfants issus des viols. Ça, parmi les réfugiés, nous avons eu des cas, ils viennent, ils nous abandonnent les enfants. Et voilà, dans le bureau du HCR, il faut courir maintenant par-ci, par-là, pour chercher, nous approcher de ces femmes, de ces jeunes dames, leur faire comprendre, les sensibiliser, leur donner les moyens nécessaires. Donc, tout ça, c'est une réalité. Ouais. La plupart du temps, elles détestent cet enfant. Selon elles, ces enfants représentent le souvenir de leur cauchemar. Certains décident de se livrer alors à n'importe quel vice pour pouvoir supporter le drame de leur vie. Vous partez à San Pedro, j'ai mené également quand j'étais au HCR, Genève nous avait demandé de mener une enquête sur les prostituées parce qu'on s'était rendu compte que nos réfugiés libériennes se prostituaient également. Donc il fallait mener une enquête. J'ai passé 2 semaines à San Pedro pour faire ce travail. Là encore, c'est d'autres. C'est terrible, hein? Bon, bref, donc voilà un peu l'impact de la guerre sur les femmes. Personnellement, quand je réfléchis, j'ai l'impression que les hommes planifient les guerres contre les femmes. Et c'est à nous, les femmes, aujourd'hui, de nous lever. Vous voyez, ces dames, les femmes de l'Europe et d'Amérique, qui ont initié aujourd'hui, grâce à elles, nous parlons de la Journée mondiale de la femme. Quelles sont les capacités qu'elles avaient? Mais aujourd'hui, nous avons plus de capacités. Mais nous sommes passives. Et nous décidons tout simplement de nous rendre complices, n'est-ce pas, du malheur de l'humanité, alors que nous sommes la protectrice, parce que nous sommes des mères. Les besoins de ces victimes. Les victimes ont besoin de l'assistance immédiate et durable. Il s'agit, entre autres, de l'assistance en écoute active, médicale, juridique, des orientations suivies psychologiques et l'indépendance économique, afin de les aider à relever leur dignité humaine.
Face à l'intensité de ce fléau, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325-2000 et tant d'autres résolutions pour protéger les femmes et les petites filles en temps de guerre et de paix. Ces résolutions invitent avec insistance les États et l'ensemble de la communauté internationale à mettre en place des mécanismes de protection des femmes et petites filles. Ces résolutions insistent également sur l'importance de la prise en charge des besoins vitaux des femmes et de leur implication dans le processus de prévention des conflits et la restauration de la paix. Mais ce que nous voyons aujourd'hui préfère provoquer la guerre, mais après, ils ne pensent plus à ce que nous devons faire, nos besoins vitaux en tant que femmes. Qu'est-ce que nous devons faire? Devrons-nous rester les bras croisés et attendre que tout nous revienne, ou alors devrons-nous agir? Ce sont des préoccupations. Enfin, face à la gravité de ce fléau qui rabaisse la dignité de la femme et la petite fille, et compte tenu de l'importance de l'implication de la femme à tous les niveaux, il lui revient, c'est-à-dire il revient à la femme, de se sentir concernée pour agir en se faisant entendre. En tant que femme, créature révélée de Dieu, il s'agit de notre vie, il s'agit de notre sort, à l'image des femmes du XXIe siècle qui ont bravé tous les obstacles pour se faire entendre et imposer la journée internationale de la femme au monde. Nous, femmes du XXIe siècle, nous avons aussi la capacité de continuer leur lutte pour un monde meilleur où règne que la paix et le développement humain. La réalisation de cette vision dépend de notre prise de conscience, de notre sens de sacrifice et de notre responsabilité. Je vous remercie. Je suis enseignant-chercheur, du moins j'étais, ou je fus enseignant-chercheur en philosophie au département de philosophie de l'Université d'Abidjan, puisque depuis 2 ans, je suis ici maintenant, je ne suis plus là-bas, pour des raisons que madame a un peu évoquées, pour des raisons de guerre et tout ça. Et la condition de la femme est un grand sujet pour moi, en tant que philosophe, en tant que penseur, écrivain, en tant que musicien aussi. Tout à l'heure, avant le début de la séance actuelle, avec ma guitare, j'ai joué plusieurs morceaux, plusieurs chansons, toutes consacrées à la femme, pour honorer la femme, glorifier la femme, célébrer la femme. Donc, le thème de la condition de la femme dans le monde, le thème du bonheur de la femme, du salut de la femme, du bien-être de la femme, de la sécurité de la femme, du progrès de la femme dans le monde, cela a été toujours pour moi une préoccupation majeure. Je suis même arrivé à créer, à mettre au point une doctrine intitulée la féminologie. J'ai écrit un livre sur la condition de la femme, une doctrine, la féminologie. Voyez-vous, j'ai écrit un livre consacré à la femme, intitulé « Les conditions du bonheur de la femme ». C'est-à-dire que je me donne assez de temps pour penser la condition de la femme, pour réfléchir sur le sort de la femme. Je mets la femme au centre de l'humanité, parce qu'elle est mère, elle est génitrice, elle est déesse. La femme est Dieu. Concrètement parlant, dans notre monde, notre Dieu, c'est la femme. Il faut être honnête, il faut reconnaître ce fait. Ce n'est pas mon opinion, mais c'est la réalité sociale, la réalité humaine, biologique, etc., etc. Notre véritable Dieu, ou Dieu, c'est la femme. Nous sommes tous issus de la femme. Nous sommes nés d'une mère. Tout un chacun de nous ici a reçu une mère, a une mère. Et on n'a qu'une mère dans sa vie. Même l'envoyé de Dieu, appelé Jésus-Christ, que d'aucuns considèrent comme Dieu lui-même, incarné, venu dans le monde des hommes, donc Dieu lui-même est descendu d'une femme, oui, qu'on appelle
Marie. La mère de Jésus, c'est Marie. C'est une femme. Même Dieu a été engendré par une femme. C'est dit que le rôle de la femme est énorme, incommensurable, hors de toute mesure. La femme, c'est l'être sublime qu'il faut absolument et à tout moment honorer, glorifier, bénir, louer, à qui il faut toujours rendre hommage. Ma présence ici ce soir dit cela, signifie cela. Je suis venu à cette table ce soir pour rendre hommage à la femme, pour rendre gloire à la femme, oui, pour célébrer la femme. Avec ma maudite contribution d'artiste, musicien ou d'écrivain, de penseur d'écrivain, parce que dans le livre qui est ici exposé, intitulé « Les rebelles africains », se trouve la condition de la femme. Ce que Madame vient de dire, de révéler, les faits que Madame vient de révéler, se trouve ici. Qui dit rebelle, rébellion, dit guerre civile, etc. Je viens d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui a connu une guerre civile, qui a connu la rébellion armée, où des femmes ont été violées, massacrées, Madame l'a dit. Cela se trouve ici. Je donne la parole aux femmes, aux jeunes filles, dans ce livre qui rend témoignage des violences sexuelles dont elles ont été victimes personnellement. Ce livre contient donc la féminologie. Le de Madame m'a vraiment ému parce que c'est terrible, c'est dur à entendre, à supporter. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas assez de mots. Et je me suis retrouvé en elle, parce que je vais dans le même sens qu'elle. Je fais pratiquement le même travail qu'elle. Je suis celui qui rassemble des idées pour défendre la femme, pour célébrer la femme, pour protéger la femme, pour promouvoir le développement de la femme, le bien-être de la femme, la sécurité de la femme. La femme est tout pour l'humanité. Et même pour Dieu, quand on sait que la femme, Dieu lui-même est descendu de la femme. Voyez-vous? Nous avons tous une mère, des sœurs, des cousines, etc., etc., etc. Le monde, c'est le monde des femmes. Le monde est écrit par la femme. Ah oui. Le monde, que ce soit le monde humain, le monde animal, végétal, etc., etc., c'est l'œuvre de la femme. De la femme. Vous voyez? Donc la femme mérite vraiment cet honneur que nous lui rendons aujourd'hui, qu'on a intitulé la journée mondiale ou la journée internationale de la femme. Je bénis, je remercie, je félicite ceux qui ont eu la noble intention, qui ont reçu la lumineuse idée d'instituer cela, qui ont pris l'initiative combien glorieuse d'instituer cette chose qu'on appelle la journée mondiale de la femme. La femme mérite cela, elle mérite plus que cela. Mais tout au moins, cela, c'est déjà un point de départ important. C'est un point. Il n'appartient plus qu'au monde de sensibiliser tous les êtres humains à prendre la femme comme on doit la prendre, à respecter la femme. À respecter la femme. Avant le début de cette séance, j'ai joué un morceau qui a plu particulièrement à la présidente. Elle m'a demandé de bisser cela, j'ai bissé cela, parce que dans cette chanson, je demande à tout le monde d'aimer la femme. Nous avons pour devoir d'aimer la femme, de glorifier la femme, etc., de l'adorer, etc., etc., etc. Ça l'a émue. Elle a dû se dire, mais comment il peut y avoir des idées, je suis pas venu à cette fête de la femme pour rien, je suis venu avec quelque chose pour la femme. Et j'ai donné ce quelque chose. Oui, il fallait ça. Il faut dire que la femme, on ne saura jamais être assez reconnaissant pour la femme, pour ce qu'elle nous donne, pour ce qu'elle fait pour nous, pour ce qu'elle est pour nous, les êtres humains. On ne sera jamais assez reconnaissant pour la femme. Voyez-vous, on ne sera jamais assez poli envers la femme. Alors, quand on apprend ici et là que certains hommes se permettent
d'infliger des violences aux femmes, des violences, tous azimuts, sexuelles, physiques, corporelles, etc., morales, tout ça, c'est très grave. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est triste. C'est triste. Voyez-vous, et là, vraiment, comme ces dames l'ont dit, nous avons un devoir envers la femme. Nous avons une grande responsabilité envers la femme. Du fait qu'elle nous a mis au monde, nous a fait venir dans le monde. Donc notre première responsabilité, c'est de lui témoigner notre amour. Et par amour pour la femme, j'entends la protéger avant toute chose, assurer sa sécurité parfaite, son bien-être, son confort, sa santé, son développement, son progrès, son éducation, qui est la base de toute vie normale, moderne. Elles l'ont dit tout à l'heure, il faut permettre à la femme d'aller à l'école, de s'éclairer au maximum, de s'instruire pour contribuer au développement harmonieux, parfait du monde. Parce que le monde contient aussi la femme. Le monde est l'œuvre de la femme. Le monde est surtout, je dirais, l'œuvre de la femme. Sans la femme, il n'y a pas de monde. Dans le règne humain, dans le règne animal, végétal, sans la femme, sans le sexe que d'aucuns, malheureusement, considèrent comme le sexe faible, et que moi je prends pour le sexe le plus fort. La femme, c'est le sexe le plus fort. Sans ce sexe le plus fort, il n'y a pas de monde. Nulle part dans notre galaxie, nous saurait y avoir. Partout, Madame l'a dit. À l'origine, en suivant la théologie chrétienne, la Bible dit Adam et Ève. Dieu a créé à côté de la femme. L'homme et la femme sont condamnés à vivre une vie commune, harmonieuse, dans un contrat d'amour réciproque, mutuel. Le mariage, c'est ça, c'est un contrat d'amour, un contrat de confiance, un contrat d'estime, un contrat de sacrifice mutuel et réciproque de l'un envers l'autre, un contrat d'assistance réciproque, d'entraide, de collaboration, sur tous les plans. Le mariage, c'est ça. C'est le plus grand contrat, le meilleur contrat qui soit, qui doit lier l'homme à la femme, pour toujours, pour l'éternité. Parce que Dieu a voulu cela. Oui, le grand tout a voulu cela. Donc, pour moi, la femme est tout. Elle est tout. Elle mérite tous les honneurs, toute la gloire, toutes les bénédictions. Elle mérite tout. Elle mérite notre amour, elle mérite notre affection, notre tendresse, notre douceur, et non pas notre animalité, notre brutalité, notre sauvagerie, notre barbarie, nos furies insensées, stupides. Basées sur quoi? Sur rien du tout. Ça, c'est inadmissible, c'est impensable. Surtout à l'heure actuelle, où beaucoup de garçons sont quand même allés à l'école, qui ont reçu une certaine instruction morale, spirituelle. La religion existe pour éduquer les gens. La morale, la moitié populaire, la morale de la rue doit faire ce travail. Le droit juridique doit faire ce travail. Protéger la femme, défendre les droits de la femme, les droits sacrés, sacro-saints de la femme. La condition de la femme doit être au centre de notre souci majeur, de tout de la vie. La condition de la femme, le bien-être de la femme. Si la femme est heureuse, le monde est heureux, le monde est juste, le monde est beau. Si nous rendons la femme malheureuse, nous nous empoisonnons nous-mêmes, nous empoisonnons tout le monde. C'est le cas de celui qui est immergé, qui est dans l'eau, dans un océan, et qui empoisonne cet océan dans lequel se trouve. Si vous empoisonnez une seule goutte de l'eau dans laquelle vous vous trouvez, mais vous empoisonnez toute l'eau, tout l'océan, et vous-même aussi. Ah oui, et c'est insensé, c'est idiot de la part des hommes, qui ne
qui n'ont pas cette haute conscience, cette élévation de l'esprit pour percevoir l'intérêt majeur qu'il faut accorder à la femme, pour comprendre le mérite de la femme, pour comprendre la dignité suprême de la femme, pour comprendre la valeur absolue que représente la femme dans la vie de la planète, dans la vie des hommes, dans la vie des animaux, des plantes, des végétaux. La femme remplit tout cet espace. La femme domine tout. Si on n'a pas 2 yeux pour voir ces choses, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Si nous prenons les femmes comme des boucliers, comme des boucliers humains en temps de guerre, comme ça a été dit, des femmes comme des objets sexuels, comme l'élément à maltraiter, à massacrer, pour assouvir sa soif de vengeance, sa haine contre les autres. C'est vraiment malheureux, c'est trop insensé. C'est dire que nous sommes fous, nous sommes des fous au carré. Nous sommes trop fous, nous sommes trop imbéciles, trop idiots. De nous venger contre la femme qui nous a fait venir au monde, qui nous a éduqués, qui nous a donné toutes ces chances d'être ce que nous sommes. Il l'a considéré comme la pire ennemie. L'ennemi sur lequel il faut déverser sa rage, sa fureur, toute sa barbarie, tout ce... Mais non, mais où allons-nous? Où allons-nous? C'est trop grave. C'est trop grave. Trop grave. Vraiment, je suis ému devant certains spectacles. Et j'ai des révélations personnelles, puisque je proviens d'un pays qui a connu la guerre, la rébellion, la guerre civile comme madame. Ah oui, un dimanche, quand ça chauffait, quand Abidjan était complètement paralysé, je me suis réfugié à Grand Bassam. Et un dimanche, il fallait absolument que je parte de Bassam pour Abidjan. Mais comment? À pied, marcher de Grand Bassam à Abidjan, jusqu'à Makori à pied. Je l'ai fait. Je devrais le faire, j'avais besoin de le faire, je l'ai fait. Parce que j'ai une fille ici aux États-Unis, au Texas, ma première fille, mariée à un blanc, un Texan, des enfants. En temps de notre crise post-électorale, elle était compatissante, elle a envoyé un peu d'argent, je ne sais pas de quelle manière, et il fallait que j'aille prendre cet argent pour nous soutenir, pour nous aider à survivre. Et l'argent arrivait à Makori dans les mains de quelqu'un. Il fallait que je parte de Bassam jusqu'à Makori pour aller prendre cet argent. C'est important. Mais oui, les enfants, qu'est-ce qu'on va manger, papa, qu'est-ce qu'on va manger? Mes enfants, mais chaque jour, vous trouvez une boulette d'attiéké qu'on vend d'habitude à 100 francs, on l'avait pour 1000 francs. Et où trouver ça en plus? Donc j'ai pris le risque de marcher de Grand Bassam jusqu'à Makori. Mais entre Port-Boué et Koumassi, mais ce que j'ai vu de mes 2 yeux, c'est affreux. C'est affreux. Des femmes tuées, éparpillées dans les rues que je suis obligé de contourner, je les regarde. C'est mon pays, ça? Mais ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Elles dorment ou bien elles sont mortes? Elles sont mortes, elles sont tuées. Éjectées par... Mais dis donc. Et ce jour-là, moi-même, je devrais mourir aussi. Mais mon Dieu m'a protégé. Parce que j'ai été arrêté, contrôlé avec Kalachnikov. Là, qui es-tu? Ah oui. Et ce jour-là, non, j'ai échappé à la guerre, à la mort, ce jour-là. Parce qu'au carrefour de Koumassi, où je suis au grand carrefour de Koumassi, un peu, vous voyez, le château d'eau, j'ai surpris un charnier, un tas d'êtres humains tués, amassés, auquel on a mis du feu en train de brûler. C'est mon pays, ça? Et les soldats guerriers étaient postés aux alentours. Des femmes africaines, il y a eu des progrès, et comme notre sœur Hélène vient de le dire par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a une certaine reconnaissance qu'il y a des faits
et qu'il faut, pour lesquels il faut trouver des solutions. Donc, nos chefs d'État ont pris conscience de tout cela et ils ont pris conscience qu'un jour ne suffit pas pour atteindre l'égalité entre femmes et hommes. Donc, c'est ainsi qu'ils ont décidé de déclarer la décennie de la femme africaine qui court depuis 2010 jusqu'à 2020. Donc, c'est pour vous dire que tous les jours que Dieu fait, c'est la journée où nous devons reconnaître la femme, reconnaître ce qu'elle fait, reconnaître ce qu'elle est, ce qu'elle constitue, reconnaître sa contribution au développement. Un long chemin à parcourir. Donc, c'est une initiative qu'il faut encourager. Donc, les femmes doivent aider à atteindre l'objectif de la décennie de la femme. Et cette année, le thème pour ce qui concerne la journée mondiale de la femme, les Africains, les chefs d'État africains ont décidé comme thème l'autonomisation de la femme. Et donc, cela a été décidé en janvier 2015 lorsque les chefs d'État se sont réunis en Éthiopie pour se pencher sur les conditions et la contribution de la femme au développement. Donc, à l'issue de leur discussion, ils ont déclaré cette année l'année d'autonomisation de la femme africaine. Alors, nous allons essayer de voir ensemble en quoi cela nous interpelle. En fait, la femme n'a pas toujours attendu pour s'impliquer. Notre sœur l'a dit. Au départ, c'était un petit noyau qui a pris sur lui, d'aborder les questions, les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Donc, elles n'ont pas attendu pour s'impliquer, s'activer dans les problèmes de leur vie. Et on peut le démontrer par l'action des femmes qui a aujourd'hui créé la journée internationale de prière des femmes. Et cette journée, de quoi s'agit-il? Je pense que ça peut nous servir de leçon également. Cette journée, elle est célébrée le 6 mars cette année, la journée mondiale de prière. Et ça, je pense que c'est très important de savoir de quoi il s'agit. C'est un mouvement international de femmes issues de toute confession chrétienne. Elle est célébrée en fait le premier vendredi de mars de chaque année. Cette journée est célébrée aujourd'hui dans 170 pays. Les femmes dans ce mouvement s'impliquent dans les questions qui concernent les conditions et à l'action des femmes dans les pays. C'est un mouvement autonome et indépendant. Les femmes s'expriment et s'enrichissent de l'échange spirituel entre elles, entre les femmes d'origine et entre les différentes cultures sur le fondement de la foi chrétienne. Enfin, elles concrétisent leurs actions par des gestes de solidarité en direction des femmes du pays qui abritent, ces festivités, parce que ce sont des journées qui sont tournantes. Donc, elles se soutiennent spirituellement et financièrement et œuvrent pour le respect et la promotion des droits des femmes et pour la formation et l'éducation des femmes et des enfants. Et ce mouvement de prière des femmes a commencé depuis 1920 à New York, aux États-Unis. Et si on est intéressé, je peux en fait parler de cela un peu plus loin. Et nous pouvons constater que ce groupe, au départ, a commencé avec, 5 personnes. Ce sont des femmes de différentes confessions qui se sont réunies et qui ont commencé ce mouvement de prière qui aujourd'hui se retrouve avec 170 pays. Donc, vous imaginez le nombre, de participants. Donc, cette journée est célébrée chaque année. En France, par exemple, ça a été mis en place en 1991, encore, comme on dit, avec 5 femmes au départ. Pour ce qui concerne la journée mondiale de la femme, cette journée est célébrée le 8 mars chaque année, comme notre sœur vient de le dire. Elle a donné un peu les origines, les objectifs.
Donc c'est une journée pour célébrer la femme, mais surtout pour faire l'état des lieux, des conditions et situations de la femme. Faire de l'état des lieux des mécanismes permettant d'accélérer la mise en œuvre et la réalisation des objectifs, des déclarations, de conventions, de protocoles adoptés en vue de l'amélioration des conditions et situations de la femme, en particulier la femme africaine. Nous nous penchons cet après-midi sur la femme africaine. Donc les chefs d'État manifestent au quotidien leur volonté de passer du dire au faire. Nous, les femmes, nous devons les accompagner afin que cette volonté, cette déclaration deviennent une réalité et qu'à travers nos actions, nous apportons les transformations nécessaires à la condition de la femme africaine, à encourager l'autonomisation de la femme, s'engager civiquement dans le développement communautaire. Notre sœur a tout à l'heure parlé des situations des femmes en temps de guerre et ce que la femme doit faire parce que tout ce qui se passe n'est pas fait vraiment pour favoriser, disons, la femme. Donc, il y a beaucoup de préoccupations qui aujourd'hui concernent la femme. Donc, il est essentiel pour la femme de s'engager et d'œuvrer dans la sensibilisation au changement des mentalités et représentations qui freinent l'égalité à tous, à tous les niveaux, y compris même pour la sauvegarde du lien parental où souvent la femme est prise en sandwich à cause de l'amour pour ses enfants. Donc, aujourd'hui, c'est au niveau des mentalités que nous devons vraiment sensibiliser la société pour justement briser, disons, ces obstacles à l'épanouissement total de la femme. Et lorsqu'on parle de l'encouragement de l'autonomisation de la femme, de quoi parlons-nous? Comment peut-on encourager l'autonomisation de la femme? D'abord, qu'est-ce que l'autonomisation de la femme? Pour résumer, c'est renforcer le pouvoir de la femme afin d'assurer un développement économique. Cela implique que les stratégies durables sont mises en place pour aider la femme à réussir et avancer sur le marché du travail, de l'emploi, de développer, de rehausser leurs compétences, d'accroître leur accès à des ressources productives, améliorer les environnements favorables et institutionnels, permettre aux femmes de pouvoir prendre des décisions et donner suite pour tirer parti de la croissance et du développement économique du pays. Donc, cette autonomisation de la femme est essentiellement liée au renforcement du pouvoir social et politique. Donc, certains facteurs limitent la capacité de la femme à interagir et à tirer profit de son travail, tels que l'absence de rémunération, la répartition inéquitable du travail domestique, la mobilité limitée, ainsi que la prévalence de la violence, comme on vient de le dire tout à l'heure sur la femme. Donc la femme continue d'être une assistée quand on regarde un peu dans les faits. Donc il est essentiel de permettre à la femme de prendre librement des initiatives, de les gérer jusqu'à produire des fruits sans aucune influence politique, sans aucune contrainte économique, dans un environnement d'opportunité et de partage de prospérité économique qui assure un épanouissement de la femme à tous les niveaux. Donc, en dépit des progrès dans des domaines comme l'éducation, la santé, et malgré les fondamentaux qui justifient l'encouragement à l'autonomisation de la femme, on enregistre aujourd'hui un écart considérable entre le traitement des hommes et des femmes. Pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Par exemple, dans plusieurs domaines, la femme continue d'être vulnérable par rapport aux hommes. Le fait que les femmes n'ont pas le pouvoir décisionnel limite leur capacité à faire des choix importants sur leurs propres moyens de subsistance ou d'influencer les décisions collectives. Certains obstacles reposent sur les attitudes socio-culturelles discriminatoires. Par exemple, les femmes se retrouvent souvent à jouer le rôle de premier prestataire de soins de la cellule familiale. Et ce travail n'est ni rémunéré, ni pris en compte alors que cela contribue aux économies nationales. Maintenant, nous parlons de l'engagement civique de la femme dans le développement communautaire. Nous allons un peu parler pourquoi est-ce que c'est important cet engagement civique.
On pourrait entendre par engagement civique le résultat de l'acquisition de comportements et d'attitudes qui expriment une volonté affirmée des citoyens de s'impliquer dans leur société ou leur communauté, et cela dans le respect des principes démocratiques. Cela pourrait se traduire, entre autres, par l'engagement au sein d'organisations communautaires et bénévoles. Donc, l'engagement civique est plus large que l'engagement politique. Donc, l'engagement civique peut impliquer un service offert à la communauté dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, le sport ou actions caritatives. Contrairement à l'engagement politique qui représente une dimension plus ciblée de l'engagement civique. Donc l'engagement politique, lui, s'exprime par le vote, les manifestations collectives, la signature de pétitions ou le travail des organisations politiques. Dans l'engagement politique, l'ensemble des comportements et des activités profitent autant à ceux qui s'y engagent qu'à des organismes communautaires ou des institutions qui servent la société civile. Donc, on peut développer l'engagement civique à partir des habitudes que nous développons dans la collectivité très jeune ou tout au long de notre vie, dans la famille comme à l'école, des éléments sociaux, culturels de notre milieu, soit politique ou social. Donc, l'engagement civique est essentiel au développement de la communauté et la femme devient indispensable dans ce processus. Son implication collective peut apporter des solutions aux obstacles auxquels la femme est confrontée, tels que les viols en temps de guerre, comme vient de décrire notre sœur Hélène. Donc, les viols en temps de guerre, pourquoi la femme est-elle exposée à tant de violences, principalement en temps de guerre? Elle devient un instrument de vengeance. Les femmes doivent assurer la relève lorsque les hommes sont tués ou emprisonnés. La femme doit être au centre des discussions de prise de décision afin d'influencer les changements dans sa vie. Et donc, par conséquent, son engagement civique est fondamental pour que les changements qui vont s'opérer puissent lui être bénéfiques. Nous allons encore, quand on parle de l'autonomisation de la femme, il faut aussi voir la femme, disons, dans les finances et la planification, parce que le manque d'accès, disons, au système financier, les problèmes économiques créent aussi des obstacles à l'autonomisation de la femme. Donc, la femme est confrontée à des défis uniques lorsqu'il s'agit, par exemple, de planifier sa retraite. Moi, personnellement, je me souviens, il y a des années de cela, je parlais de m'organiser pour ma retraite, et un homme me dit, mais comment ça, tu es une femme, depuis quand une femme, disons, prépare une retraite? Et à un moment donné, j'ai accepté le concept. Mais quelque temps après, quand j'ai évolué, j'ai dit non. J'ai dit, c'est donc... Non, ce n'était pas mon homme. Non, pas du tout. C'était... Parce que je parlais, puis je dis, bon, parce que souvent, vivre dans ce pays comme les États-Unis, très tôt, très vite, on devient éclairé. Donc, je pensais déjà à planifier, à faire des... Et j'étais convaincue qu'effectivement, en tant que femme, je n'ai pas besoin de planifier une retraite. Et j'en étais convaincue, donc j'ai reculé dans mes projets. Mais quelques années après, quand j'ai réfléchi, je vois un peu ce qui se passe. J'ai dit, bon, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la femme se retrouve à être une éternelle assistée. Donc, lorsque le mari meurt, la femme devient complètement pauvre. Même si elle travaillait avant, dans le ménage, même quand elle travaille, elle laisse tout à l'homme. C'est le mari qui gère les finances, c'est le mari qui gère les comptes, c'est le mari, et tout est vraiment laissé au mari. Et j'ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, du coup, j'ai repris et j'ai remis la pendule à l'heure. J'ai dit non. J'ai dit ça, c'est un mauvais concept. Donc, il y a aujourd'hui plus de ressources disponibles pour soutenir les femmes dans leurs décisions d'investissement et de retraite. Il y en a. Mais la femme fait face à des obstacles multiples lorsqu'il s'agit de la planification de la retraite, tout d'abord et avant tout, selon la durée de vie, parce que la femme, elle vit plus longtemps que l'homme, et c'est une réalité. Donc, si on doit planifier tout par rapport à l'homme, il va partir avant la femme, et si la femme n'a pas planifié,
Non, 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 non. Non, non, non. Ça, et ça, c'est un groupe limité. N'oublions pas que la grande majorité des femmes, elles n'ont pas accès à l'éducation. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, moi qui suis déjà un peu avancé, si à un moment donné, j'ai réussi à être convaincu que je n'ai pas besoin de planifier une retraite, donc imaginez un peu. Donc, aujourd'hui, vous avez des ménages. Moi, j'ai un exemple pas loin. Il y a une dame qui vivait vraiment très, très bien avec une Européenne, avec son mari, vraiment très, très bien. Elle vivait. Mais le monsieur, le jour où il est décédé, elle découvre que le monsieur ne lui a rien laissé. Elle est tombée dans une de ces dépressions. Et donc, elle était obligée d'aller prendre maintenant les avocats. Dieu merci, les enfants de ce monsieur-là, puisque c'était un deuxième, disons, ménage. Les filles ont compris donc qu'il fallait maintenant retourner devant un avocat. Elles étaient conciliantes pour donner un peu à cette dame. Pourtant, elle aussi, elle a travaillé et elle vivait tellement bien, n'a pas du tout pensé un seul instant, mais le monsieur, et c'est récent, elle est tombée dans une dépression. Donc, c'est pour vous dire que les femmes, qu'on le veuille ou pas, les obstacles sont toujours là. Et les femmes vivent 5 fois, selon les statistiques, 5 ans plus que les hommes. Donc, vivre plus longtemps nécessite davantage de moyens financiers, en particulier pour survivre. Donc, la femme, généralement, gagne moins que les hommes au cours de sa vie. Parce qu'à diplôme égal, le salaire, le revenu n'est pas du tout la même chose. Parce que moi, je me souviens, à mon travail, à un moment donné, au moment de faire les augmentations, je ne reçois pas une augmentation selon ce que je pense que j'avais fourni. Et mon patron se permet de me dire, il dit non, que votre ménage a 2 revenus. Je l'ai regardé, mais de quoi est-ce qu'il parle? Donc, c'est comme ça qu'on considère la femme. Parce que la femme, parce qu'elle est mariée, on considère, si elle est mariée, son revenu ne doit pas être conséquent à ce diplôme ou bien à sa performance. Et ça, c'est le monde des hommes dans lequel nous vivons. Alors, qui peut amener ces transformations? C'est encore la femme, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parler de nos problèmes, identifier nos problèmes, les aborder avec ceux qui prennent les décisions qui nous affectent. Donc, c'est non seulement, disons, en raison de l'écart de revenus bien documenté entre les sexes, mais aussi en raison des coûts d'opportunité lorsque la femme quitte le marché du travail pour prendre soin de la famille. Le plus souvent, on a tendance, et c'est toujours la femme qui est toujours volontaire, à abandonner son travail, à suivre le monsieur, à abandonner son travail pour élever les enfants. Et pendant qu'on fait cela, mais on n'est plus, disons, adapté au marché du travail. Donc, la femme, disons, qui devient mère, diminue ses heures de travail, donc réduit ses opportunités de promotion et de formation. Et ça, c'est une réalité. Donc, ces problèmes, disons, traduisent le défi de revenus par rapport à un collègue homme. Donc, il est essentiel de signaler le divorce aussi comme un autre impact potentiellement négatif sur le régime de retraite de la femme. Parce qu'on ne pense pas que, et le plus souvent les hommes étant solidaires, quand la femme rentre dans un processus de divorce, alors là, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais on ne fait pas cadeau, disons, aux femmes parce que les hommes sont solidaires entre eux. Donc, c'est là où encore la solidarité de la femme, les femmes entre elles, c'est vraiment très, très important. Notre sœur disait tantôt que les femmes sont complices des décisions que les hommes prennent et qui nous affectent. Comme on n'est pas encore aux questions et réponses, il faut néanmoins retenir que les femmes font d'excellentes investisseurs lorsque l'opportunité leur est donnée. Les femmes savent économiser et les femmes, elles savent dépenser. Parce que le plus souvent, quand on réalise, la femme, elle ne va jamais détourner de l'argent pour entretenir un homme. Mais l'homme, il va détourner les deniers publics rien que pour assouvir, pour satisfaire ses désirs, ses plaisirs personnels et individuels. Mais par contre, lorsque vous nous sommes non, mais en même temps, c'est là où le paradoxe... Mais aussi, n'oublions pas que la femme, parlant de la femme... donc, on va passer tout à l'heure aux questions-réponses. Laissez-moi terminer, oui.
Donc, en fait aussi, il y a une compréhension grandissante sur le fait que les femmes et les filles handicapées, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tout à l'heure, la sœur l'a mentionné quand elle a parlé de fistule. Fistule, c'est en fait une situation handicapante pour la femme, et malheureusement, nos pays ne sont pas équipés pour réduire un peu ce fléau. Donc, ces femmes font face à une double discrimination, non seulement sur la base de leur sexe, mais aussi sur le fait de leur handicap. Donc, cette discrimination est exacerbée dans les situations de conflit et de déplacement, où les femmes et les jeunes filles handicapées font face à une série de violations des droits de l'homme, y compris la violence, l'abus et l'exploitation. Malgré ce fait, les femmes et les filles handicapées sont souvent exclues de la protection et des activités de l'autonomisation et n'ont pas accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive et des services. Et la situation de cette catégorie de femmes doit être constamment mise sur la table de discussion, y compris avec ces femmes handicapées, les leaders dans leur communauté et ceux qui travaillent avec les femmes et les filles qui sont aussi dans les centres de réfugiés, comme la sœur vient de le dire, les demandeurs d'asile, et aussi les femmes qui sont, disons, en situation de déplacés de guerre. Donc, ça, c'est un peu encore... Nous pouvons faire une liste vraiment des fléaux, des difficultés, des obstacles auxquels la femme elle est confrontée. Et l'opportunité nous est donnée par, disons, nos chefs d'État, nos dirigeants qui ont déclaré qui ont déclaré la décennie de la femme. C'est pour vous dire que tous les jours, l'opportunité nous est donnée pour se demander est-ce que nous sommes en train de vraiment jouer notre partition quand il s'agit de la femme. Parce que la femme, comme vous venez de le dire, c'est un tout. Elle est la mère nourricière, c'est celle-là qui vraiment reproduit. Et puis, elle a vraiment, disons, un rôle très, très important dans le développement de la communauté. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que nous avons l'intention de faire en tant que femmes? Parce que les hommes, compte tenu du fait qu'ils sont déjà solidaires, si vous regardez souvent les mêmes hommes qui prônent l'autonomisation, les mêmes hommes qui prônent, disons, la journée mondiale de la femme, souvent vous allez voir sur une table où vraiment les décisions sont prises, si peut-être 10 hommes, vous allez peut-être trouver une seule femme, ou bien souvent même, il n'y a même pas de femmes, pendant qu'ils sont toujours en train de parler des droits de la femme. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? La sœur, elle a donné un peu quelques idées. Tout à l'heure, nous avons vu l'exemple de la journée, disons, mondiale de prière, où les femmes se sont mises ensemble et elles se disent qu'à partir de 5, même pas beaucoup, 5 personnes, on peut changer le monde. Donc, voilà un peu. Il y a plusieurs sujets auxquels on peut, disons, donner des points de vue, tels que les femmes victimes de violences conjugales. Je pense qu'il n'y a pas de différence par rapport aux violences, disons, que viennent... Oui, donc on parle aussi de certaines femmes, disons, qui traversent des moments difficiles, surtout celles qui sont un peu dans la diaspora. Quand elles arrivent, compte tenu du fait qu'elles ne sont pas bien encadrées, elles ne sont pas bien accueillies, il y a certains qui ont des parcours vraiment dramatiques. Et vous avez aussi certaines femmes qui essaient de pouvoir contribuer au développement de leur communauté en participant à des mouvements politiques. Mais est-ce que toutes ces femmes, malgré ces efforts, est-ce qu'elles sont comprises? Est-ce que la place leur est vraiment, disons, accordée pour qu'elles puissent s'exprimer? Et surtout parce que quand on observe, la femme, elle est seulement interpellée quand l'homme a déjà créé le conflit. Comme la sœur disait tantôt, les hommes aiment la guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, la femme, elle est la première victime. Parce que sur le champ de bataille, malgré le fait qu'elle n'est pas là-bas, c'est elle qui finit par subir les effets négatifs de la guerre et aussi d'après-guerre. Donc, on aura l'occasion, chacune tout à l'heure et chacun, de donner notre point de vue. Mais on a tous signalé que nous avons besoin nous-mêmes de faire quelque chose pour pouvoir accompagner les chefs d'État qui ont déclaré, disons, la décennie de la femme, pour que chaque jour, qu'on n'attende pas d'eux, disons, quelque chose, mais que nous-mêmes, on leur propose
disons, une sorte comment on dit, feuille de route, pas vraiment feuille de route, mais au moins des idées pour leur dire, écoutez, les problèmes de la femme dans tel secteur, voilà un peu notre avis. C'est juste notre avis et voir comment est-ce que ces chefs d'État peuvent. Je pense que si nous adoptons ce type d'approche, il n'y a pas de raison que quelque part on ne soit pas entendu. Donc voilà un peu. Si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça et si vous voulez seulement comprendre des questions et puis au fur et à mesure qu'on avance, on puisse le faire. Donc, s'il y a des questions de nos frères en ligne, nous sommes, disons, disposés à y répondre. Et sinon, bon, on peut entre nous, disons, donner les points de vue. Je vous remercie. Merci. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas bien compris. La question a l'air un peu... La femme sachante. Vous avez des femmes qui aujourd'hui sont venues aux États-Unis étudier et ont vu, n'est-ce pas, la différence entre les deux mondes. Mais voudraient retourner justement mettre leurs connaissances, n'est-ce pas, à profit, n'est-ce pas, au service de leur pays, par exemple. Mais elles sont confrontées justement à certains problèmes. Comment on gère le viol, comment la justice, n'est-ce pas, se comporte vis-à-vis. Alors, comment est-ce que vous entendez résoudre justement ce problème, aider ces femmes justement à pouvoir s'intégrer en Afrique? Bien. Vous ne voulez pas rentrer à cause justement du fait que rien n'est mis justement pour pouvoir les protéger. Bien, je vous remercie. Il faut dire que j'ai intervenu ou alors traité le cas des femmes violées en temps de guerre. Maintenant, je ne sais pas si vous parlez de ces genres de femmes vulnérables. Maintenant, de façon générale, une femme qui a vécu ici et qui a des connaissances, qui a des moyens et qui souhaiterait se mettre à la disposition de son pays. C'est ça votre question. Il faut dire que ce n'est pas facile dans nos États africains aujourd'hui. Tout est politisé. Tout est politisé. Moi, je vous parle, je fais partie, je suis un exemple. Moi, j'ai sacrifié ma carrière humanitaire, n'est-ce pas? J'étais bien au commissariat des Nations Unies. Je voyageais partout et j'étais responsable d'un département important. Mais voyant de loin le malheur qui allait s'abattre sur mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai sacrifié ma carrière et j'ai créé une organisation pour me mettre à la disposition du pays. J'ai mené toutes les actions publiquement, avec la télévision ivoirienne, la presse, l'ensemble de la presse. Je me suis adressé au gouvernement, mais personne. Il aurait fallu que j'appartienne à tel parti politique, parce que tous ceux qui sont là appartiennent à tel parti politique. Quand tu arrives, on te dit, mais elle appartient à quel parti politique? Moi, je n'appartiens. Par exemple, moi, avec ma connaissance, je ne peux pas avoir un poste. Je ne peux même pas espérer avoir un poste en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut appartenir à un parti politique pour être recommandé, pour faire telle chose. Vous voyez, donc, le pays, nos dirigeants sont en train de mettre nos pays, nos nations africaines, je globalise, nos nations africaines en danger. Par exemple, j'étais en mission quelque part une fois,
et puis on parlait des crises en Afrique. Et quelqu'un a dit, mais pour la Côte d'Ivoire a toutes les ressources humaines pour gérer ces conflits. Mais malheureusement, comment exploiter ces ressources? Par exemple, lorsque la rébellion a commencé à attaquer, à l'époque, au niveau du gouvernement, qui était en place à l'époque, avait créé une structure pour la prise en charge des victimes de guerre. Et moi, Dandy, qui ai parcouru les camps des réfugiés rwandais, burundais, par-ci, par-là, c'est mon domaine. J'ai préparé un document avec des propositions, des projets, et je suis allé proposer. Vous voyez? Mais qui suis-je? Ils avaient mis à l'époque un vieux retraité, ils étaient là pour bouffer l'argent. Moi, ce n'était pas l'argent. Je leur disais, mais tout ce que je vous demande, donnez-moi les moyens logistiques pour que j'aille. Mais ce n'est pas facile. Nous avons la bonne volonté de faire le travail, mais il aurait fallu que nos responsables du pays reconnaissent notre valeur et disent, voilà. Moi, je sais, le président, par exemple, le président Ouattara, partout où il passe, il appelle les Ivoiriens, venez. Moi, je me demande, qu'est-ce que je fous ici? Si j'ai parcouru tous les hameaux, partout, qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui dans mon pays, au niveau de la paix? Ce que j'ai fait hier au pays, je n'ai pas été reconnue dans mon pays, mais j'ai été reconnue au plan international. Je fais partie des 1000 femmes nominées pour le prix Nobel de la paix 2005. Ma sœur Sarah Diarra, voilà, et je suis l'unique pour la Côte d'Ivoire par rapport à ma neutralité. Et j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais 10 ans de visa. Et j'ai été même invitée au Conseil de sécurité, où j'ai fait une déclaration invitée par le Conseil de sécurité et par les groupes de femmes. Vous voyez, on a tout ça, mais le fait que je n'appartiens... Non. Mais il y a ça, donc c'est ça. Tu arrives, tu veux préparer, tu veux faire quelque chose, on dit, mais tiens. Donc aujourd'hui, pour aller, mieux vaut se préparer ici, trouver des partenaires ici, aux États-Unis, avec des fonds, tu t'en vas, tu t'installes. Moi, je ne peux appartenir à aucun parti politique. Ça, je suis désolée. Même en Côte d'Ivoire, j'ai eu des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui s'approchent de moi. Bon, madame, vous êtes très écoutée. Est-ce que... Mais je sens que tu es de la... Moi, je suis humanitaire. Où il y a un problème, si je me mets dans la politique, qu'est-ce que je peux apporter comme paix? Mon pays ne m'a pas reconnu, mais je suis reconnu à l'extérieur. C'est déjà une valeur. Je peux rentrer partout. Vous voyez? Donc, nos États africains sont en train de perdre. Et ils mettent le pays en retard. Tu arrives là, bon, ou alors on te récupère le dossier, le projet que tu as déposé. Moi, les gens m'ont récupéré au moins 5 dossiers comme ça. Projet important que j'ai conçu pour le pays. Ils récupèrent et ils ne peuvent pas. Moi, j'ai creusé ma tête, ce que j'ai dit là, mon document que j'ai préparé, je sais pourquoi. Les stratégies de mise en œuvre, je sais comment. Mais toi, tu m'as volé. Qu'est-ce que tu peux en faire? Et puis c'est fini. Nous avons des problèmes. Par exemple, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons des femmes, des femmes touchées par la guerre, des jeunes, désœuvrés, touchés par la guerre, les rapatriés, les réfugiés rapatriés, les réfugiés ivoiriens aujourd'hui, rapatriés. En 1999, quand j'avais commencé mon combat pour la paix et que je parlais, les gens venaient me dire, oui, Madame Dandy, écoutez, la Côte d'Ivoire, vous êtes une traumatisée du Rwanda. C'est comme ça, mon nom, c'était la traumatisée du Rwanda, la Miss. Mais aujourd'hui, le temps est le temps. Donc, c'est pourquoi mon livre, c'est-à-dire que c'était comme, j'avais un feu qui me dévorait. Et quand j'ai écrit ce livre, c'est comme un vent comme ça parti. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, voilà un peu, nous voulons travailler pour notre pays, mais que les moyens soient mis à notre disposition. Je le disais tout à l'heure, le président Ouattara, il est là, il est en train de se battre, mais à lui seul, il ne peut pas. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de toutes ces ressources. Mais il aurait fallu que quand on arrive, qu'on sache ce qu'on doit faire. Moi, je suis ici, qu'est-ce que je fais? Qu'on m'appelle, voilà ce que tu dois faire.
Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Je suis prête à proposer. Je n'ai pas tué quelqu'un chez moi. C'est parce que je n'avais pas ma place là-bas que je suis ici. Mais si on m'appelle tout de suite, je m'en vais. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un en particulier. Donc voilà mon souhait le plus important, c'est de pouvoir être à la disposition de mon pays. Hein? J'ai sacrifié ma carrière humanitaire pour faire cela. Cela n'a pas été reconnu, mais je ne me décourage pas. Je continue. Il s'agit de mon pays. Et voilà un peu, sinon, le retour, ce n'est pas le retour qui est difficile, mais le contexte dans lequel nous allons retourner. Et qu'est-ce qui nous attend là-bas? Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Au niveau de, comment on appelle? On va... Donc, quand on prend ces problèmes-là, effectivement, quand on prend les femmes, c'est pour cela que nous voulons nous concentrer sur les femmes africaines, parce que assez, disons, élémentaire chez nous, en Europe, on a dépassé ça. Ce qui fait que les femmes, elles sont à un niveau vraiment plus avancé que les besoins, disons, exprimés par la femme africaine. Donc, effectivement, les chefs d'État ont reconnu qu'il y a un problème sérieux et qu'il faut décréter la décennie, disons, de la femme. Donc, cela veut dire que chaque jour, nous devons travailler, nous devons œuvrer à améliorer, disons, les conditions de la femme. Et cela, ce n'est pas ceux qui ont décrété qui sont les premiers, qui doivent être les premiers acteurs, continuer de prendre l'initiative. Nous qui sommes concernés, nous qui pensons que nous avons des problèmes, nous faisons face à des obstacles, c'est nous qui devons nous asseoir, comme on a fait aujourd'hui, réfléchir. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pris un exemple de la femme, disons, qui doit planifier sa retraite. Quelles sont les ressources qui sont mises à sa disposition? Quelles sont les contraintes qu'elle rencontre? Ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, on a parlé, qu'est-ce qu'il faut faire? L'éducation, c'est vrai, il y a eu des avancées en ce qui concerne la femme, mais quand on prend un peu les comportements, les attitudes de la société, on n'est pas vraiment loin, sinon on est très loin d'atteindre cet objectif-là. Bon, évidemment, vous allez me dire que 2020, c'est loin, mais si on ne commence pas vraiment à œuvrer, à éduquer, à sensibiliser, donc sensibiliser dans quoi? Parce que tout à l'heure, elle a fait, référence au fait que tout était politisé. Tout est politisé parce que nous n'avons pas mis l'accent sur l'éducation civique de façon générale et l'éducation physique qui va amener les uns et les autres à s'impliquer dans le développement communautaire. Donc, quand vous vous engagez, disons, dans le développement communautaire différent d'une action politique, vous prenez les domaines, les sujets réels, problèmes de développement, et vous apportez ensemble, disons, une solution, contrairement à l'engagement politique qui représente une dimension plus ciblée de l'engagement d'un individu. Donc, il y a un travail d'éducation, nous qui sommes un peu éclairés, qui pouvons un peu faire, disons cette nuance, d'approcher nos sœurs pour leur expliquer un peu la différence entre leur engagement politique et leur engagement civique. Et si elles réalisent que ce qu'elles sont en train de faire n'a rien à voir avec, disons, l'engagement civique qui amène, disons, un individu à s'impliquer, disons, à offrir à sa communauté, disons, ses services pour œuvrer dans les domaines comme la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation, le sport ou des actions caritatives, en ce moment-là, elle pourra mieux comprendre, faire la part des choses. Et la même chose aussi pour celle, tout à l'heure, vous avez parlé, pasteur, des moyens, disons, des femmes qui sont issues des milieux précaires ou bien des femmes qui arrivent, effectivement. C'est un peu ce travail-là que nous voulons initier au niveau de la diaspora. C'est-à-dire comment est-ce que se mettre ensemble, former un groupe encore, pas un groupe, disons, politique, mais un groupe vraiment qui s'implique, comme on dit, dans le développement communautaire, qui pour pouvoir
disons, encadrer, disons, nos sœurs, éduquer nos sœurs, les orienter, les guider pour celles qui en ont besoin. Tout à l'heure, dans mon message précédent, j'étais en train de parler du fait que les hommes sont solidaires par rapport aux femmes. Les femmes ne le sont pas, disons, du tout. Elles ne sont pas du tout solidaires dans plusieurs domaines. Je ne vais pas m'étaler ici, mais dans plusieurs domaines, elles ne le sont pas. Donc ça, c'est un problème. Même entre nous, par exemple, quand certaines femmes, il y a des situations qui sont là, elles savent qu'elles ne peuvent pas aller vers les femmes pour poser le problème des femmes. Et souvent, elles ont tendance à aller vers les hommes qui, le plus souvent, n'ont pas la solution, mais qui croient avoir la solution. Et finalement, elles se retrouvent à tomber dans certains autres pièges. Et au lieu de régler les problèmes qu'elles sont allées exposer, elles se retrouvent à multiplier les problèmes. Donc ça, c'est un fléau, un réel fléau, disons, au niveau des femmes qui elles doivent apprendre à tisser, disons, cette relation de solidarité, comme on l'a vu, disons, au niveau de la journée internationale de prière des femmes. Ça, c'est un exemple concret et ça peut être quelque chose que nous pouvons commencer dans la communauté pour amener justement les femmes à se retrouver, à être solidaires entre elles spirituellement, financièrement et suivre un peu l'exemple de ce mouvement, disons, international. Voilà un peu le complément d'information que je voulais apporter à la réponse que notre sœur a donnée. Oui. Vous avez voulu ajouter quelque chose, pasteur? Merci, Pasteur Nda. Nous allons aussi vous demander de nous aider. Nous voulons faire ce que nous devons faire, mais nous avons besoin de vos conseils. Pouvez-vous nous aider dans ce sens? Et aussi, je souhaiterais partager une petite expérience avec vous sur la paix. Et nous parlons de l'autonomisation de la femme. Et là, c'est très important. L'autonomisation est au centre des besoins vitaux des femmes. Parce que j'ai interviewé des différents groupes de femmes. D'abord, les femmes libériennes, sierra-léonaises, congolaises. Et dans les Grands Lacs, j'ai aussi interrogé sur le même sujet des femmes rwandaises et burundaises. Et lorsque la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, et à mon retour, j'ai rencontré aussi les femmes déplacées au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Je leur ai posé une simple question, à savoir, qu'est-ce que la paix signifie pour vous?
Et comme si elles s'étaient entendues, elles m'ont dit ceci. La paix, pour nous les femmes, c'est d'abord la sécurité, la liberté de circuler librement et les moyens de subsistance assez consistants pour pouvoir nous soigner, soigner nos enfants, éduquer nos enfants, pouvoir aller librement au champ, au marché, au bureau, sans aucune crainte. Et à l'intérieur du pays, les femmes m'ont dit ceci. Nous voulons aller au champ, voyez, on n'a rien au village. Nous avons toute notre nourriture au champ. Mais on a peur, tu vas au champ. Si tu n'as pas été tué, tu es violé. Donc on a peur. Donc la paix, pour nous, c'est la liberté de pouvoir circuler librement et des moyens de subsistance, c'est-à-dire l'autonomisation. Madame fait tout pour nous trouver même des projets, micro-projets. Nous sommes prêts à le faire pour pouvoir nous prendre en charge. Parce que c'est bien. Aujourd'hui, nos pays, la Côte d'Ivoire est divisée. Ici, à la diaspora, nous sommes divisés. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et le malheur qui nous a frappés en 2010, c'est comme si rien ne s'était passé. Et quand je suis les événements aujourd'hui, je suis triste. Et là, je pense encore aux femmes et aux petites filles qui pourront encore être les victimes. Donc, il faut forcément penser à l'autonomisation de la femme, donner des moyens à la femme de subvenir à ses besoins. Parce que même quand on va parler de paix aux gens, mais quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il peut, par politesse, la personne peut t'écouter, mais dans le fond, elle n'est pas concentrée, elle a des préoccupations. Tu ne peux pas parler de paix et de réconciliation à quelqu'un qui a le ventre affamé, qui est malade. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein? Voilà. Il a raccroché. Donc, voilà. Donc, l'autonomisation de la femme fait partie des procédures de la paix. C'est très important. Et si aujourd'hui, nos jeunes gens aussi prennent les armes pour nous attaquer, c'est parce qu'ils ont faim. Avant de les condamner, cherchons à savoir pourquoi ils ont pris les armes. Il faut aussi les écouter. Il n'y a pas de nécessité. L'écoute active, c'est très important. En 2003, lorsque la rébellion a attaqué le pays, en 2003, au moment où personne ne pouvait aller à Bouaké, nous sommes rendus à Bouaké, de 16h à 21h, discuter avec la rébellion. Je leur ai posé, pourquoi vous avez pris des armes? Parce qu'il n'y avait personne pour nous écouter. On avait des problèmes. Lorsque les gens venaient nous prendre, c'est pour aller nous emprisonner et puis nous tuer. Voilà. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme. Donc, je pense que ce sont des conversations, ce que nous avons commencé aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre? Le pasteur Inda a donné un peu quelques orientations. Donc, il a exprimé des préoccupations. Je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont suivis. Donc, ce sera bien pour nous. Si nous voulons voir les changements, il serait bien d'approfondir nos réflexions parce qu'il y a d'autres sujets que nous n'avons pas abordés. On pourrait compiler tout ça dans un document que nous allons transmettre parce que la préoccupation qui a été, disons, soulevée maintenant, c'est que ce qui s'est passé en 2010 pourrait se répéter et les femmes sont encore exposées, seront encore les premières victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà anticiper pour que cette catégorie de la population, disons, soit protégée? Donc, je pense épargner. Donc, je pense qu'il y a déjà une sensibilisation et un message déjà envoyé pour que ça puisse résonner au fur et à mesure qu'on avance pour dire que nous pouvons, disons, acquérir les mêmes choses, mais dans un contexte vraiment de paix, de considération et surtout de respect de la chose humaine.
Donc, voilà un peu mon mot de fin, tout en remerciant Jacques Roger Chaud et son équipe, et Jacques lui-même pour sa disponibilité, parce que comme vous venez de voir, il a vraiment pris son temps pour être avec nous depuis le début jusque maintenant, et il a toujours été fidèle aux activités. Donc vraiment, nos remerciements. Jacques Roger Chaud a été la toute première plateforme mise à la disposition de la diaspora ivoirienne, et il nous a permis vraiment de nous épanouir. Il nous a permis de partager nos connaissances, d'échanger notre expérience, et il est encore disponible, même si vous voulez une plage horaire pour pouvoir encore vous exprimer. Jacques Roger est toujours disponible pour vous l'offrir. Donc encore, merci pour cette disponibilité et pour le support, disons, inlassable que tu nous apportes. Et je voudrais dire merci aux panélistes, Aïcha Diallo, Madame Hélène Nandilou, Dr Assemian et le protocole de l'ambassadeur qui était là, Sékou Traoré. Et je voudrais dire merci aussi au premier conseiller, Monsieur Enio Maes, et surtout à notre ambassadeur qui vraiment a toujours été disponible, nous a toujours prêté main forte, et encore tous nos remerciements. Et effectivement, nous allons lui donner une copie de ce que nous venons de partager avec vous. Donc, on vous donne rendez-vous demain, et puis on vous donne rendez-vous pour la suite de ces séries de discussions que nous voulons avoir. Et je voudrais aussi vous dire qu'en mai, ce sera à la journée, il y a une semaine dédiée à l'Afrique, et à cette occasion-là, on va encore parler de la femme. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous demande de rester branchés pour avoir